Le président de la République est monté au créneau pour dénoncer avec la dernière énergie l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur le chaîne de valeur durable pour les matières premières. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet accord encourage le Rwanda de continuer à piller le minerai stratégique du Congo-Kinshasa. Et puis la Direction générale des douanes et accises, seule régie financière à avoir dépassé les assignations budgétaires telles que fixées par le Parlement en 2023, l'une des directions provinciales ayant contribué substantiellement à dépasser ces assignations est celle du Katanga. Occasion pour son directeur provincial, René Kalala, de féliciter son personnel pour ses performances tout en les poussant à plus d'abnégation pour mobiliser davantage les recettes. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Lambert Youma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité Développement, votre magazine qui vous parle économie, finance et développement en République démocratique du Congo. Lors du briefing spécial tenu le jeudi 22 février 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dénoncé l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières. Pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet accord encourage le Rwanda de continuer à piller les matières premières du Congo démocratique et ce genre d'encouragement aux voleurs est très dangereux pour la région. Je vous propose ici d'écouter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cet extrait choisi par votre magazine. Nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que la République démocratique du Congo ou son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs, il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là? Non. Est-ce qu'ailleurs, il y a autant de complicité interne? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic, etc. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous le lui avez quand dit vous achetez, à Addis Abeba. je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça.
La Direction générale des douanes et accises, seule régie financière à avoir dépassé les assignations budgétaires en 2023. Motif de fierté pour la province douanière du Katanga, car elle est la grande et la première pourvoyeuse des recettes douanières du pays. René Kalala, directeur provincial de la DGDA Katanga, a donc félicité son personnel pour ses performances enregistrées en 2023. Il en faut plus. En poussant les Gablous katangais à plus d'abnégation, le numéro 1 du Katanga douanier a brandi la chicotte de lutte contre la fraude pour davantage de recettes. C'était au cours de la cérémonie d'échange de vœux tenue le lundi 19 février dernier à Lubumbashi. Le personnel de la DGDA Katanga, première province en termes de capacité contributive, s'était donné rendez-vous ici, à l'épée-ville de Lubumbashi. C'était le lundi 19 février pour, à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux entre douaniers du Katanga, après une année de remarquables performances. Le sous-directeur de l'administration et des finances a eu des mots justes pour évoquer le comportement largement positif et mentionner ainsi les bureaux qui se sont le plus distingués. Pour la délégation syndicale, c'est une fierté que le personnel réponde aux attentes de la hiérarchie, d'où la nécessité d'assouplir davantage les conditions de travail des agents et cadres de la DGDA Katanga. Les bureaux qui non seulement ont dépassé les assignations, mais aussi ont doublé les recettes, ont ainsi été primés. Ils entrent dans ce qu'on appelle au Katanga la cour des grands. Le sous-directeur de Colusi, M. André Monga, parlant au nom de ses confrères lauréats, a vanté la qualité managériale du directeur provincial René Kalala, qui a permis cette émulation et en conduit au doublement des recettes dans certains bureaux de douane. Le Katanga étant la première province douanière, ses performances ont largement contribué au dépassement des recettes de toute la Direction générale des douanes accises sous le leadership de son directeur général Bernard Kabessé. Au nom de Monsieur le directeur général de la DGDA, au mien propre, je voudrais vous présenter mes félicitations inoxydables pour les efforts consentis et qui font de la province du Katanga la première province douanière pourvoyeuse des recettes de la République démocratique du Congo. Une cérémonie que la brigade douanière particulièrement a rendue solennelle. Cette brigade douanière que dirige le sous-directeur Narcisse Bambou et sur laquelle compte René Kalala, le directeur provincial, dans sa vision de toujours faire davantage des recettes dans cette province douanière pilote. Aligné dans la lutte contre la fraude et la contrebande, le patron de la douane katangaise a haussé le ton contre les douaniers véreux, en commençant par les brigadiers qui doivent ouvrir l'œil et le bon. Renforcer le fonctionnement des services de la brigade par la redynamisation interne en personnel et par la mise en avant de l'unité de commandement. Responsabiliser les agents de la brigade qui désormais doivent rendre compte des actes posés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et pour montrer leur solidarité envers les douaniers et envers tous les Congolais de l'Est du pays qui vivent les affres de la guerre, une attitude spéciale a été adoptée par la brigade douanière du Katanga. Que l'année 2024 soit une année porteuse de bonheur et de prospérité pour les douaniers du Katanga, mais aussi pour tous les citoyens congolais. Tel est le vœu formulé par la direction provinciale de la DGDA Katanga. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, a organisé par visioconférence avec les directeurs centraux et provinciaux, jeudi 22 février 2024, au siège de la douane congolaise, la réunion du comité de suivi d'évaluation du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la DGDA. Objectif: évaluer les réalisations des recettes au cours du mois de janvier 2024 ainsi que les perspectives à fin février de l'année en cours. Geneviève Miséguel et Fanfa Makitou Doma.
Dans les soucis de répondre aux observations formulées par les cabinets du ministère des Finances au regard des disparités des performances au niveau des bureaux des douanes, le directeur général des douanes et axes et DGDA, Bernard Kabese Mousangou, a convoqué jeudi 22 février 2024 au siège de la DGDA une réunion du comité de suivi et évaluation du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la DGDA par visioconférence avec les directeurs centraux et provinciaux de la douane congolaise. Au cours de ces assises, les participants ont examiné la mise en œuvre par les services des activités inscrites au contrat de performance 2023 en vue d'identifier celles qui sont totalement exécutées et en cours d'exécution et sélectionner ensuite d'autres qui seront introduites dans les projets des contrats de performance de l'exercice 2024. Ils ont également évalué les réalisations des recettes de janvier 2024 ainsi que les perspectives à fin février 2024. Et avant de se pencher sur le projet de contrat de performance 2024, l'ordre du jour prévoit l'examen de la réalisation des recettes au mois de janvier 2024 ainsi que les perspectives à fin février 2024. Il y a lieu de rappeler ici aux directeurs provinciaux l'une des observations formulées par le cabinet du ministre au regard de la disparité des performances au niveau des bureaux des douanes. Ainsi, conviendrait-il de formuler des mesures de rationalisation des assignations tenant compte de la capacité contributive réelle de chaque bureau de douane. En ce qui concerne les perspectives de clôture à fin janvier 2024, j'invite les directions provinciales à nous communiquer les réalisations des recettes au 21 février 2024 et nous indiquer quels sont les taux de réalisation qu'ils prévoient au regard de certaines données telles que les déclarations enregistrées non liquidées, les déclarations liquidées non payées, le stock de marchandises entreposées, le stock des contentieux en cours d'instruction et toute autre mesure de recouvrement. Un document de priorités stratégiques retenu lors de la retraite du ministère des Finances à Zongo a été remis aux participants comme référence en vue de faire une évaluation sans complaisance afin que chacun, dans son domaine, travaille avec l'ambition de rendre l'économie résiliente et au service de tous les Congolais. Restons encore à la DGDA qui a organisé du 19 au 23 février 2024 une mission de renforcement des capacités de l'administration douanière de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du statut de l'opérateur économique agréé du cadre des normes SAF. C'est un reportage de Jocelyn Lombababa réalisé sur les images de Christian Kenina Selema. Durant 5 jours, les experts de la Direction générale des douanes et axes DGDA, composés de quelques directeurs centraux et provinciaux ainsi que des cadres et agents, ont été outillés sur les statuts de l'opérateur économique agréé. Des assises organisées par la DGDA en partenariat avec le secrétariat technique de l'Organisation mondiale des douanes OMD. La mise en œuvre du statut de l'opérateur économique agréé en République démocratique du Congo s'inscrit dans la droite ligne des missions économiques et sécuritaires de l'administration douanière. Des travaux ouverts par le directeur général des douanes et axes, Bernard Kabese Mousangou, et clôturés par le directeur général adjoint chargé des questions techniques, Jean-Louis Baouna. Au cours de cet atelier, plusieurs modules ont été présentés par les experts de l'OMD. Durant cet atelier, riche d'enseignements, plusieurs modules ont été présentés, à savoir la mise en œuvre des critères de l'OEA, le guide de l'auditeur d'OEA, le guide sur la mise en œuvre des programmes OEA, la procédure de dédouanement à l'importation, la réglementation sur le programme OEA de la RDC, le processus d'accréditation des opérateurs économiques agréés, l'introduction du programme d'OEA de la douane chinoise, le partenariat douane-secteur privé, le programme de l'opérateur économique agréé, les négociations des accords de reconnaissance mutuelle
ARM en sigle, l'évaluation des programmes d'OEA, la gestion des risques, formation et renforcement des capacités, la pratique d'une mise en œuvre des critères de l'OEA, les simulations de validation des OEA et comme dernier module, les grandes lignes OEA de la procédure en RDC. Le secteur privé a bien apprécié la nouvelle démarche adoptée par l'OMD et la DGDA, basée sur le partenariat et la confiance, et a exprimé son engagement et disponibilité à adhérer pleinement dans cette démarche qui établira un cadre gagnant-gagnant et confiance entre les deux parties. Il a aussi montré un engouement pour l'adhésion au programme de loi une fois lancé. Cet atelier rentre dans le cadre de la formalisation du partenariat douane-secteur privé. L'administration douanière congolaise s'est résolument engagée à mettre en œuvre cette réforme sur les statuts de l'opérateur économique agréé au cours de cette année 2024 dans l'objectif de faciliter et sécuriser les échanges commerciaux internationaux, accompagner et soutenir la compétitivité de l'entreprise établie sur le territoire national. Sur le plan national, la création du statut de l'OEA répond en effet au souci du législateur de ne pas pénaliser le commerce légitime au moment du passage à la douane en offrant aux opérateurs reconnus crédibles et dignes de confiance la possibilité de bénéficier des facilités en matière de formalité et de contrôle douanier. Dans les tout prochains jours, une matinée fiscale sera organisée à Kinshasa pour vulgariser ces statuts de l'opérateur économique agréé. Le renforcement des capacités des agents dans le domaine des douanes et accises, c'est l'objectif poursuivi par la haute direction douanière en envoyant ses gabelous en formation à l'École nationale des finances NF. Ces lauréats douaniers de l'NF honorés par le directeur général de la DGDA, M. Bernard Kabessé Moussangou, le jeudi 22 février 2024 au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, ont mis 3 années en section douane pour acquérir des connaissances techniques devant leur permettre d'être davantage performants sur le terrain dans une philosophie de changement des mentalités. Je vous convie d'abord à écouter les mots du chef de promotion, Patrick Paloukou, ensuite du directeur général des douanes et accises, Bernard Kabessé Moussangou. Nous ne cesserons de louer les efforts consentis par votre autorité pour le bien-être des douaniers en général et ceux qui passent à l'École nationale des finances pour la formation douanière en particulier. Dans l'actif de ceux qui précèdent, nous citerons à titre d'exemple l'amélioration des traitements sur le plan social des cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises, la prise en charge de notre formation à l'École nationale des finances. Nous avons bénéficié de votre accompagnement sans faille pendant notre cursus, tant sur le plan matériel que financier. La paye chaque mois de la bourse à notre faveur, en dehors de tous les avantages en tant que douanier. La mise à notre disposition de la documentation et des ordinateurs portables intégrant des programmes et les matières douanières, et j'en passe. Cette manière d'agir en beau père de famille nous laisse sans voix. Au terme de votre cursus à l'ENF, je me permets de formuler quelques recommandations à votre endroit avant de vous permettre de rejoindre vos postes d'affectation respectifs. Primo, je vous exhorte à vous approprier les enseignements reçus durant les 3 années à l'École nationale des finances et de les utiliser de manière à influencer positivement vos collègues et améliorer ainsi la qualité du travail à accomplir au sein de notre chère administration. Secundo, je vous demande de préserver les acquis de cette formation, de les consolider et de les pérenniser sur terrain. Tertio, je vous invite à adhérer à la philosophie du changement
et à en être des animateurs afin de conduire l'administration douanière de la RDC vers la vision d'excellence. Quarto, je vous encourage à appliquer dans votre vie professionnelle les valeurs déontologiques et éthiques requises à l'agent de douane. Ce faisant, vous aurez tiré un grand profit de cette formation, vous-même d'abord, et pourrez ensuite partager vos nouvelles connaissances avec les autres cadres et agents de la douane, rouvrant ainsi la voie vers l'amélioration de la mobilisation des recettes des douanes et accises. Le réseau des parlementaires congolais pour le développement durable, membre de l'Union interparlementaire en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a décerné mercredi 21 février 2024 au directeur général des impôts Barnabé Mokadi Mwamba un diplôme de mérite en reconnaissance de performance réalisé à la tête de cette régie financière. La cérémonie a eu lieu au siège de la DGI en présence des députés nationaux ainsi que des cadres et agents de l'administration fiscale congolaise, Jocelyn Lomba et Armen Ngoma. Les performances réalisées par la Direction générale des impôts, DGI, chapeautée par son directeur général, Barnabé Mokadi Mwamba, ne cessent de marquer le Congolais. Nommé par l'ordonnance présidentielle le 12 juin 2020, le numéro 1 de l'administration fiscale congolaise vient d'être plébiscité meilleur mandataire durant le premier quinquennat du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par les réseaux des parlementaires congolais pour le développement durable, membre de l'Union interparlementaire en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À travers ces diplômes de mérite décernés à Barnabé Mokadi Mwamba, les honorables députés reconnaissent les efforts fournis par les patrons de l'administration fiscale congolaise dans la mobilisation des recettes publiques. Donc c'est ici l'occasion pour nous, au nom des collègues, membres du réseau, de reconnaître les efforts fournis par le directeur général de la DGI dans l'appui au développement. Voilà pourquoi le PNUD est ici, voilà pourquoi le ministère du Plan est ici. Pour nous, lorsque la DGI fournit des efforts assez immenses pour non seulement atteindre les assignations du gouvernement, mais aller au-delà, c'est un partenaire pour nous essentiel dans cet effort. Grâce notamment aux efforts de la DGI, c'est comme ça que nous avons le programme qu'on appelle le PDL 145. Et l'idéal pour le PNUD, c'est que pour les cycles qui commencent, que la DGI, comme toutes les autres régies financières, puisse doubler les efforts pour maximiser les recettes. Le choix de décerner un diplôme de mérite au directeur général des impôts est basé non seulement sur les critères d'objectivité, mais aussi et surtout sur l'ensemble des stratégies peaufinées dans la mobilisation des recettes. Les critères retenus par le réseau des parlementaires et pour le développement durable, ce sont des critères objectifs. Ce sont des députés. C'est eux qui adoptent la loi budgétaire. Et ils savent quel service contribue le plus à la maximisation des recettes. Donc c'est d'une façon objective que les collègues du réseau pour le développement durable ont jugé. D'abord, ils ont sélectionné le directeur de la DGI comme le mandataire qui a le plus déployé d'efforts pour la mobilisation des ressources afin de parvenir à ce développement durable au niveau local dont nous parlons. À cette occasion, le patron des impôts a remercié non seulement les réseaux des parlementaires congolais pour le développement durable, mais aussi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'avoir nommé à la tête de cette régie financière. Suite à la bonne gouvernance prônée par les chefs de l'État, la DGI a mobilisé à elle seule, de 2020 à 2023, près de 16 milliards de dollars. Le message que je peux adresser à notre cher président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, est que c'est par lui, c'est par sa façon de gérer
par sa bonne gouvernance qu'il a toujours prônée, que nous sommes arrivés à faire ce que nous faisons aujourd'hui. N'eût été sa pulsion, il serait difficile, voire impossible, de réaliser 15 milliards, voire 16 milliards pendant 3 ans et demi. C'est suite à sa façon de gérer, la transparence, la volonté de mieux faire, que nous sommes arrivés à faire ce que vous voyez aujourd'hui. Et nous lui disons grandement merci. Ces prix ici, dans un premier temps, on les dédie à lui, qui est vraiment le numéro 1 de ces prix. Profitant de cette occasion, le patron des impôts a appelé la population congolaise à développer la culture fiscale pour permettre à l'État congolais de répondre positivement à ses attentes. À toute la population, je leur demande de nous appuyer en payant correctement l'impôt. Il n'y a aucun pays dans ce monde ici qui peut se développer sans l'impôt. Que la population comprenne qu'un vrai citoyen est celui qui paye correctement son impôt. Si réellement quelqu'un se dit qu'il aime ce pays, il doit commencer par payer correctement son impôt. C'est une façon d'appuyer le gouvernement. Le gouvernement, lui seul, ne peut rien faire. Le gouvernement, c'est nous qui donnons au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Si nous voulons que le gouvernement nous construise les routes, les marchés, les hôpitaux, mais le gouvernement n'a pas d'argent. Cet argent doit provenir de nous. La Direction générale des impôts, DGI, avec à sa tête Barnabé Mouakadi Mwamba, est plus que déterminée à réaliser l'impossible durant le deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mobilisant suffisamment de ressources internes en vue de soutenir son programme quinquennal. Lancement mercredi 21 février 2024 à l'hôtel Rotana Plaza de l'atelier de validation des données biométriques des cadres et agents certifiés et identifiés dans le fichier de référence de l'administration publique FRAP. L'objectif majeur poursuivi dans ces assises consiste à la construction d'une base de données intelligente dans le but de maîtriser l'effectif des cadres et agents de l'État ainsi que la masse salariale. Ces travaux de validation appuyés par la Banque mondiale à travers le projet encore et qui vont durer plusieurs jours ont été officiellement lancés par le directeur de cabinet du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Benoît Patrice Toupa Kamango. Reportage. Ils ont 28 jours pour d'abord analyser contradictoirement les différentes listes de cadres et agents mises à la disposition des administrations sectorielles, ensuite les valider globalement. C'est à cet exercice que vont se livrer à partir du 1er mars 2024 les experts de l'administration publique durant les travaux de l'atelier de validation des données biométriques des cadres et agents certifiés et identifiés dans les fichiers de référence de l'administration publique FRAP. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. On sait que pour la première fois, la République démocratique du Congo construit un système intelligent de collecte et d'exploitation des données aux fins de la maîtrise structurelle de ses ressources humaines et de la charge salariale impliquée. Vous vous poserez certainement la question de savoir à quand la validation des données des agents, des carrières de services publics de l'État, des services déconcentrés. Eh bien, dans la logique même de cette gestion innovante des ressources humaines, aucune catégorie d'agents ne sera marginalisée. Lancé officiellement par les directeurs de cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, Benoît Patrice Toupa Kamango, cet atelier est surtout un défi historique pour la construction d'une base de données intelligente des cadres et agents de l'administration publique.
il a été question de rappeler la vision du chef de l'État sur la gestion des ressources humaines de l'État au sein des administrations et la concrétisation de cette vision par le gouvernement de la République en vue d'un objectif bref et clair, celui de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec. Donc il est question, dans le cadre de la modernisation de l'administration, de recourir aux procédés les plus modernes de gestion et d'amener ainsi progressivement l'administration publique congolaise dans un système intégré de gestion des ressources humaines. La gestion qui intègre plusieurs dimensions. Donc, les aspects numériques, les aspects d'interaction entre les administrations et les aspects de l'identification des agents et même par le prélèvement de leurs empreintes digitales et aussi la cohésion, donc la mise en cohésion en système intégré de toutes les administrations par une administration centrale qui est logée au niveau de la fonction publique. Ces travaux patronnés par les ministères de la fonction publique bénéficient d'un appui financier de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC. Encore, sous la coordination du comité d'exécution et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF. Jusque-là, la gestion des ressources humaines était encore manuelle. Et maintenant, le gouvernement veut migrer vers une gestion numérisée des ressources humaines. Quand la gestion est manuelle, on a des difficultés pour savoir si nous avons combien de fonctionnaires qui travaillent pour l'État. Dans les jours qui viennent, la République démocratique du Congo se dotera enfin d'une base de données fiable et validée des cadres et agents certifiés et identifiés dans le fichier de référence de l'administration publique, FRAP. Une réunion technique a été récemment organisée entre la Cour des comptes et la délégation de l'Inspection générale des finances, IGF. Au cours de cette mission, le contrôle de la gestion de la Direction nationale du contrôle de l'API des enseignants d'INACOPE, ex-CECOPE, et celle de l'affectation faite par l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique de frais de participation aux examens d'État édition 2022-2023 payés par les élèves. Suivez ce reportage. Sur ordre du chef de l'État, il a été instruit à la Cour des comptes et à l'Inspection générale des finances, IGF, de contrôler la gestion de la Direction nationale de contrôle de la paie des enseignants d'INACOPE, ex-CECOPE, et celle de l'affectation faite par l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, de frais de participation aux épreuves d'État 2022-2023 payés par les élèves. Voilà qui a motivé l'organisation au siège de la Cour des comptes d'une réunion technique spéciale entre l'organe supérieur de contrôle de gestion des finances publiques, chapeauté par son premier président Jimmy Mungangangwaka, et la délégation de l'IGF. Lors de cette rencontre, l'équipe des magistrats de la Cour des comptes devant travailler avec les inspecteurs des finances a été d'abord présentée. Ils doivent évoluer sous la supervision des magistrats de cet organe supérieur de contrôle des finances et deniers publics. Ces contrôles de gestion de la DINACOPE et de fonds mis à la disposition de l'inspection générale de l'EPST ainsi que ceux perçus au titre des frais de participation des finalistes aux épreuves d'État va couvrir la période allant de janvier 2021 à ces jours. Au terme de cette mission de contrôle, un rapport assorti des recommandations sera établi par la Cour des comptes pour transmission au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, a réceptionné du 13 au 20 février dernier les infrastructures scolaires, sanitaires
et bâtiments administratifs achevés dans les provinces du Congo et du Kwilu dans le cadre du programme de développement local à la base de 145 territoires. Projet initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Muriel Makiese-Lutina et Landrine Nyangi-Lostine. Autrefois faisant partie du Grand Bandundu, les provinces du Kwango et du Kwilu sont demeurées longtemps ignorées des décideurs d'anciens régimes qui se sont succédés et abandonnés dans un état de précarité d'avant la colonisation. Il a fallu la volonté d'un seul homme pour que les communautés locales de ces régions commencent enfin à humer l'ère d'un début de transformation de leurs conditions de vie. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vu juste d'initier les programmes de développement local à la base de 145 territoires mis en musique par les gouvernements de la République sous la supervision de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF. C'est une surprise, c'est du jamais vu. Mais cette fois-ci, avec le président actuel, tout le monde est étonné. D'ailleurs, depuis que vous êtes arrivé, vous voyez, la population est attirée. Nous n'avons jamais vu une construction pareille. Vraiment, nous apprécions cela. Que Dieu lui prête vie. Pour nous, en tout cas, je suis vraiment très heureux de trouver cette infrastructure. Moi qui vous parle, je suis élève, même produit de cette école. Nos enfants, donc, que vous voyez, ce sont des petits enfants qui parcouraient des kilomètres à kilomètres pour chercher un peu de chaume pour la construction de l'école. Nous avons fait des années et des années. Ces enfants étudiaient comme si les enfants de cet âge-là, donc dans des conditions très, très empiriques même, je peux dire. Dans les territoires de Kenge, nous sommes dans la province du Kwango. De nouvelles infrastructures modernes sont sorties fraîchement des terres. Dans les lots de ces bâtisses, on compte des infrastructures scolaires, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Nous et la population d'abord, nous sommes heureux parce qu'on est en train de féliciter les innovations des chefs de l'État. On travaillait dans des conditions un peu très bizarres, pour ne pas dire qu'un peu bizarres, très bizarres. Mais avec le projet de 145 territoires, on a bénéficié d'un bon bâtiment administratif. Donc nous apprécions. La vie locale est difficile parce que trouver quelqu'un de venir nous faire un beau bâtiment administratif comme ça, ce n'est pas peu de choses. D'abord, c'est fait dans les 145 territoires de la République, ce n'est pas la paix des choses. La santé étant la priorité des priorités, le gouvernement de la République, dans le cadre de ces programmes, n'a ménagé aucun effort pour offrir au profit des communautés locales des infrastructures sanitaires répondant aux normes requises. Plus question de parcourir 148 km pour trouver un centre de santé pour se faire soigner. La construction, modernisation et équipement du centre de santé Unisono, de l'hôpital de Massingi et du centre hospitalier de référence Nembinda est un grand soulagement pour les populations du territoire de Kenge. Vraiment, pour le personnel soignant, il y a aire de santé Unisono. Et ça, c'est un makasi. Et c'est un makasi parce que ce que tu as dit, c'est que tu as dit que ça a liboso, et ça m'a passé makasi. Mais la initiative à chef de l'État, bah que tu as dit centre Oyo, en tout cas c'est un makasi à couler kalissus. Centre Oyo et libiso changement parce que kala tu as dit que matiti. Mais si Oyo centre Oyo batongi a une condition normale. En tout cas, les alliés c'est un makasi. Banda babel na lelo boy tozwana no libonza boyite to sepeli makasi ba liboso tozwa eloko pele mutu nyoso vraiment za na esengo banda kikwiti kishasa akati na babena ngai nanu eloko itomite. Toujours dans les territoires de Kenge, précisément au village Massingi, les cris de détresse n'ont plus de place. Cet hôpital qui porte le nom de cette localité
est une réponse positive aux préoccupations des villageois. En tout cas, on remercie pour nous, surtout qui m'a dit que tu as besoin de tout le monde tout ça qui est d'une foule zingi. En tout cas, les conditions sont très bonnes. Boyebi que les conditions ya kala. Tous les na banda ko ya ba matiti. Vraiment tous les na ba difficulté makasi. Ba dérangement côté ya bambula ndako ezo tanga tout ça ba matériel ba documents ezo zoambula donc na état moko vraiment très délabré. Le centre oyo eza centre moko e umeli. Hein, et ça li ba temps et belé mais aujourd'hui toye ko zo construction. Donc l'époque il y a président Félix donc tous a vraiment très ravi na musala o salami. Côté infrastructure scolaire, il y a métamorphose totale. Les écoles Ngondi Makosi, Kibombo, Midimi et autres se sont transformées en bijoux. Les conditions d'études se sont améliorées à la grande satisfaction des enseignants, élèves et parents. Après l'étape du Kwango, s'en est suivie celle de la province du Koulou. On trouve des infrastructures construites dans le cadre du programme de développement local à la base de 145 territoires. De Gungu, en passant par Bulungu et Idiofa jusqu'à Massimanimba, tous ces territoires de la province du Koulou sont aujourd'hui bénéficiaires de ces nouvelles infrastructures sociales de base fraîchement bâties dans l'objectif de servir les communautés locales. Que ce soit des écoles, centres de santé, bâtiments administratifs, des ouvrages magnifiques, modernes, construits et bien équipés dans les milieux ruraux, rien à envier aux milieux urbains. Dans cette maison ou dans ces locales, on a tout. Tout ce qui est relatif au travail, je crois bien, y est présent. D'abord, la forme du bâtiment. Un bâtiment moderne, je pourrais moi dire sophistiqué, et c'est du jamais vu dans les territoires. Si vous traversez notre territoire d'Idiofa de bout en bout, vous ne verrez pas un bâtiment pareil. Tel que nous sommes ici, nous travaillons maintenant dans de bonnes conditions parce que les services proches de l'administrateur sont aux alentours. Quand j'ai besoin d'un chef de bureau unique, je l'appelle, secrétaire, un ATA, l'administrateur assistant, je l'appelle, il est à côté de moi. C'est la joie. On n'avait pas ça. Nous avons maintenant un bâtiment, un beau bâtiment. Eh bien, c'est la joie qui nous anime. Nous sommes très contents de ça. Ici, les conditions sont magnifiques. C'est très bien. Et nous avons tout ici. Jadis, une petite maison de 3 pièces seulement et non équipée, le centre de santé Bibodi dans les territoires de Massimanimba jouit aujourd'hui d'un bâtiment en dur, assis et construit en matériaux durables. Ce dernier comprend une pharmacie, une salle d'accouchement, un laboratoire et une salle de soins. Auparavant, vraiment, nos dames, surtout de la CEPEN, n'avaient pas les places, une très bonne place pour s'asseoir, même pour passer les moments du CEPEN. Mais quand on a eu les bâtiments ici maintenant, c'est très bien. Dans les territoires de Gungu, Idiofa et Bulungu, des infrastructures scolaires, des centres médicaux et bâtiments administratifs font désormais bon ménage avec la modernité, cassant ainsi cette fracture qui existait entre les zones rurales et les milieux urbains. Na kala tozalaki na ba difficulté ebele. Soki malade aye, ba soigner mwana muke aye, ba soigner bache bango chambre moko. Mais siko baza bana na chambre, ba mikolo na ba chambre, ba oyo ba boti pe na sika na bango. Le centre ici, vraiment c'était un centre pour nous qui venait, qu'est-ce que nous pouvons dire, que ça vient de Dieu. Même le jour qu'on a remis des clés pour ce centre. Vraiment, il y a eu un monde fou ici. La population est très joyeuse pour contempler, pour voir que
nous avons un bon bijou que nous devons aussi protéger. Merci, merci, merci mingi mpila ngema itungira besi njoye. Merci ya mingi. Bete sepela na njoye mpila kelpe. Message na beto. Ba minga na ngempi boke bien pi boke sadisa beto bambe foka ngeta kuisa pile boy ya mabeto bien. Oyina bete remercie mingi ki sale mbote. Maintenant le centre est là. Vous sentez que dès que vous êtes arrivé, tout le monde a le sourire aux lèvres. Il faut signaler que depuis que tout le monde passe comme président, tout ce qu'on fait, c'est la première fois que nous constatons cette œuvre réalisée à Idiofa. Depuis que je suis né, c'est ma première fois de voir cet bâtiment. Le centre, on l'a appelé le centre portatif, on circulait avec le matériel en main. La capacité d'accueil, on souffrait. Mais cette fois-ci, vous êtes les témoins, vous avez vu, il y a des malades, il y a des mamans, il y a des accouchés qui sont là. Maintenant, c'est pas la mingi na mfumu yeye. Ya me stadi la vet hôpital. Bete pesa ni merci. La stadi ça va être bien, va être comme bien. Province éducationnelle par excellence, le Koulou est en train de vivre à ce jour une révolution dans les secteurs éducatifs grâce à la construction de nouvelles infrastructures scolaires modernes et bien équipées. L'école primaire Gizelengenye dans les territoires de Gungu, l'école primaire d'application Manding dans les territoires d'Idiofa et autres se trouvent dans les lots de ces bâtisses ayant subi positivement la frappe du programme de développement local. Pour nous, c'est une grâce. Et quelque part, les parents ont eu un ouf de soulagement parce que la plupart de nos écoles sont épuisées, ne sont pas encore construites. Mais si nous avons reçu ces beaux bâtiments ici, ça nous fait la joie. C'est le cadre vraiment de développement. Maintenant, on dirait que c'est un rêve. Ces rêves maintenant s'est transformé en une réalité. J'ose croire que le chef de l'État, à sa qualité, il est homme de parole et l'homme d'action. Ça se concrétise par rapport à ces bâtiments que je vois dans mon territoire et surtout dans ma sous-division de Gungu 1. Il reste et restera l'unique bâtiment qui est dans les standards modernes. On étudiait en très très mauvaises conditions parce qu'on n'avait même pas de salle de classe. Vous savez, une école nouvellement mécanisée et payée. Nous n'avions pas encore les moyens suffisants pour qu'on puisse s'obtenir des bons locaux. Les élèves étudient en bonne et due forme. Même les enseignants, quand ils dispensent leurs matières, vraiment ça va. Parce que les conditions sont devenues très bonnes. Même s'il y a la pluie, nous n'avons plus peur de la pluie, nous sommes toujours là. Et on salue à la fois les meilleures conditions de travail pour les enseignants et les meilleures conditions d'études pour les élèves. Ces projets du chef de l'État a influé surtout sur le nombre d'enfants admis à l'école. Alors, à l'époque, vraiment, nous avions souffert dans des anciens bâtiments qui se trouvent en face là-bas. Les élèves étaient fusionnés, 3 ou 4 classes, une centaine d'élèves. Mais à partir de ce que le président a fait, vraiment, nous sommes très à l'aise et nous sommes ravis de joie. Que Dieu les bénisse. Non, je n'ai jamais vu. C'est la première fois. Et c'est un bijou pour moi. En tout cas, je n'ai pas su. C'était un rêve, mais maintenant c'est devenu réalité. Je suis calme dans mon nouveau bâtiment et les élèves de 5e, 6e étudient maintenant dans les calmes, dans de bonnes conditions. Auparavant, j'avais 50, 40 élèves, mais pour le moment, j'ai 109 élèves. Personnellement, moi, je remercie le président de la République, comme était notre souhait, que le Seigneur lui fasse grâce pour qu'il songe encore de l'épée d'Endungu. Un giga projet qui porte la signature de Fachi Béton, concrétisé par le gouvernement de la République grâce à l'excellente supervision des travaux par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF. Ils ont fait leurs adieux à la vie de célibat pour devenir une seule chair. Ils, c'est Price, l'UTT,
Et la rédactrice en chef et journaliste à l'agence Galaxy Média, AGEM, Priska Sekana, désormais Priska Lutete. Devant l'État et devant Dieu, ils sont officiellement unis pour la vie, et ce, depuis le vendredi 23 février 2024. Regardez. Ils se sont dit oui pour la vie. Price Lutete et Priska Sekana, désormais Priska Lutete, ont accepté d'abord devant l'officier de l'état civil d'être officiellement mariés conformément aux dispositions légales en la matière. Priska, Quinpe, ma chérie, tu es la lumière qui éclaire ma vie, la source de mon bonheur et la raison de mon sourire. Je t'aime, Priska. Je te choisis pour être mon âme sœur aujourd'hui, demain et chaque jour de notre vie commune. Je t'aime aujourd'hui plus que hier et demain plus qu'aujourd'hui. Rédactrice en chef et journaliste professionnelle, présentatrice vedette du magazine Fiscalité et Développement, produit par la rédaction de l'agence Galaxy Média AGM, et fille biologique du directeur général Jérôme Sekana Penepapa, Priska Lutete et son époux Price Lutete se sont présentés ensuite devant Dieu pour la bénédiction nuptiale. Dans la soirée dansante organisée au chapiteau Imperial Strong, l'ambiance était électrique. Le couple Lutete a été honoré par des cadeaux en espèces. Et en nature. Comme il est de coutume dans un mariage, il y avait à boire et à manger à gogo. Puis la danse jusqu'au petit matin. On n'a qu'à souhaiter une vie de bonheur en abondance au couple Price et Priska Lutete, désormais une seule chair et unie pour la vie. C'est la fin de ce magazine Fiscalité et Développement. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de l'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine.